Comme la Chine ou la France, la Russie a désormais, elle aussi, son sommet avec l'Afrique. Il s'est déroulé cette semaine à Sotchi en présence de dizaines de chefs d'État. La Russie veut faire de son appui militaire une porte d'entrée sur le continent. Dans certains pays comme au Mali, certains souhaitent même une aide de Moscou. Regardez ce reportage de TV5 Monde. Drapeau malien et russe à Bamako. Ce jour-là, sur l'esplanade de la Bourse du Travail, des centaines de personnes réclament la coopération de la Russie, son aide militaire, une manifestation à l'appel du groupe dit des Patriotes du Mali. Aujourd'hui, on a besoin de Poutine. On a besoin de Poutine. On veut que Poutine vienne au secours pour aider les Maliens. Lors de cette manifestation, on a pu entendre des slogans hostiles à la France, hostiles aussi à la MINUSMA, la mission des Nations Unies au Mali. Insurrection djihadiste, violence intercommunautaire, la situation sécuritaire du Mali se dégrade depuis 2012. Nous sommes complètement désespérés et nous demandons l'aide de tout pays qui puisse intervenir. Et puisque la Russie, c'est notre ancien ami, puisque la Russie, c'est le premier ami du Mali à l'entrée de l'indépendance, donc nous nous retournons aujourd'hui pour demander cette relation avec la Russie pour renforcer l'intervention militaire au sol et dans l'air et surtout les renseignements. Les relations entre Bamako et Moscou sont anciennes. De nombreux étudiants maliens ont étudié en Russie, comme Moriba Koulibaly. Aujourd'hui journaliste au quotidien L'Essor, il a passé 5 ans à Saint-Pétersbourg dans les années 80. Dans mon université, par exemple, on était des étudiants de 90 nationalités du monde. Je le regrette énormément que cette coopération ait, je ne dirais pas cessé, mais a beaucoup diminué en intensité. Et je souhaiterais vraiment, si les autorités peuvent y penser et reprendre cette coopération de la formation académique avec la Russie, on a tout à y gagner. Et à l'occasion du sommet Russie-Afrique, le Mali diffuse ce spot publicitaire sur les réseaux sociaux en français. Créer une société en 72 heures. Et en russe, Так что смело начинайте бизнес. à destination des investisseurs. Используйте потенциал Мали. Lui, il vous fait rire ce spot en russe, pourquoi? Non, parce que ça fait un peu... Il y a un gros décalage. On est en plein Bamako et on a une lecture du russe. Mais pourquoi pas? Ouais. Pourquoi pas? Parce que il faut dire, comme le rappelait d'ailleurs le reportage, les relations entre le Mali et l'Union soviétique datent quand même de nombreuses années. Il y a eu le premier président du Mali qui avait établi des relations très proches, à la fois avec la Russie mais également avec la Chine. Et donc aujourd'hui, on revient presque aux bases de ce qui avait été... Alors là, c'est pas que le Mali, Oui. c'est une quarantaine de pays, une quarantaine de chefs d'État qui étaient à Sotchi sur les bords de la mer Noire. L'objectif de Moscou, c'était de parachever ce qu'on peut appeler un retour, hein, on peut en discuter, mais le retour de la Russie sur le continent africain. Est-ce que l'objectif est atteint? L'objectif, en termes d'affichage, est atteint, parce que l'objectif, on pourra l'évaluer au bout de 5 ans, voire un peu plus, pour savoir si concrètement les promesses qui ont été faites ont été tenues. Mais pour l'instant, l'Union soviétique avait dû se retirer, parce que la Russie, l'Union soviétique a Il a pris les implosé. bagages du jour au lendemain. Elle A quitté le implosé, il n'y avait continent. plus d'Union soviétique. La Russie s'est bâtie sur l'héritage de ce qu'a été l'Union soviétique, mais au moment où elle s'est rebâtie, elle n'avait pas les moyens de se projeter diplomatiquement vers de nouveaux pays. Et donc, elle a fait l'essentiel, l'appareil à l'essentiel. Puis, il y a eu cette crise également dans les relations avec l'Ukraine, qui a fait que la Russie a dû perdre beaucoup d'argent et a subi beaucoup de sanctions. Aujourd'hui, elle est capable de ressortir la tête de l'eau et donc d'aller à nouveau montrer qu'elle est capable de séduire. Elle l'a fait avec la Et qu'elle a Syrie. besoin d'argent? Pas tant que ça. Elle a surtout besoin d'avoir des débouchés, des partenaires. Parce que là, il y a des sanctions économiques qui ont été décidées. Et s'il y a une possibilité de contourner les embargos en évacuant notamment les armes, parce que c'est le gros de ce que la Russie peut aujourd'hui vendre et proposer, vendre les armes, vendre les services de ses militaires, elle le fera. Et donc, ce seront toujours des espèces qui rentreront. C'est la question qui se pose un peu quand même. Est-ce que c'est très prosaïque de la part de la Russie de vouloir aller sur le grand marché africain qui attire tellement d'envie, d'appétit? Est-ce que c'est une envie d'impérialisme poutinien qui s'exprimerait bien sur le continent africain? À votre avis, Rosa? Je crois que si la Russie cherche à reprendre pied sur le continent, c'est pour des enjeux économiques. D'abord parce que c'est un continent qui regorge de ressources naturelles et que la Russie en a besoin. Elle a déjà
a des intérêts dans un certain nombre de gisements de bauxite, par exemple en Guinée, ou dans le diamant, ou dans d'autres, dans le domaine des hydrocarbures aussi. Donc il y a cet aspect d'économie d'extraction, et là elle se différencie pas du tout ni des forces occidentales ni de la Chine. Et puis il y a cette question que vous évoquez de l'ancrage sécuritaire de la relation que la Russie cherche à reconstruire avec l'Afrique. Et là, elle propose effectivement des partenariats où elle décroche de très gros contrats d'armement. C'est un petit salon de l'armement, ce sommet à Sochi. Prenons l'exemple de l'Algérie. C'est à partir de là que la Russie a commencé à reprendre pied dans le pays. C'est un gros contrat d'armement qui est signé, et en échange un effacement de dette bilatérale. Donc la Russie efface la dette d'un pays, elle lui vend des armes, et puis elle reprend pied derrière avec, par exemple, dans le cas de l'Algérie, Gazprom, qui, sur le terrain des hydrocarbures, se positionne, trouve et exploite des champs gaziers. Sur la question des armes, la Centrafrique, c'est un petit laboratoire de la Russie ? Oui, alors dans le cas de la Centrafrique, on en a beaucoup parlé parce qu'effectivement, la Russie a dépêché des troupes, soit des troupes officielles, soit des troupes occultes, à savoir des mercenaires de sociétés privées, liés par ailleurs au système Poutine, dans un contexte où l'armée française quittait la Centrafrique. Et donc il y avait un vide sécuritaire réel que les Russes sont venus combler. Et c'est essentiellement pour ça que les Centrafricains aujourd'hui sont relativement reconnaissants. Parce que depuis, il y a eu les accords de paix signés, il y a quand même une stabilisation du pays, et il faut dire les choses, les Russes, la présence militaire russe y a sans doute contribué. La difficulté, c'est qu'une fois que c'est intervenu, vous faites quoi ? Qu'est-ce que va faire la Russie dans ce pays ? Alors certes, la Russie met la main sur des gisements, par exemple, éventuellement de diamants, sur certaines ressources, mais où est la reconstruction ? Où est l'horizon pour la Russie dans un pays comme la Centrafrique ? La question est posée. Sarah ? Oui, je ne sais pas si la Centrafrique s'est trouvée confortée au point de vue sécuritaire de la présence russe. Et je ne suis pas sûre aussi que la France avait une vraie volonté de se désengager. Parce que je me souviens qu'à l'époque, justement, quand les groupes miliciens Wagner sont arrivés, Le Drian a tout de suite fait un voyage, justement. Et ce qui est intéressant, Wagner, ce sont des groupes russes. La Centrafrique va mieux aujourd'hui. Ça, peut-être, c'est encore à démontrer à mon avis. Mais enfin, juste pour finir, ce qui est intéressant, et notamment en Centrafrique, c'est de voir la compétition que se livrent maintenant la France et la Russie pour conquérir ces parts de marché. Alors, ce sommet, en termes d'affichage, c'est réussi, évidemment, on est tous là pour le commenter, mais en même temps, il y a loin de la coupe aux lèvres. Je crois que les échanges entre la Russie et l'Afrique, c'est à peu près 20 milliards. 25 milliards, voilà. Alors, il faut rappeler que la France, c'est 55, les États-Unis, c'est avec la France, les 60, États-Unis, et surtout la Chine qui est 186 milliards. Enfin, je veux dire, voilà. Alors, le moment où la Russie pourra commencer à tailler des croupières à la Chine est quand même très, très loin. Je pense que c'est surtout une coopération qui est très démonétisée, parce que contrairement à ce qu'on peut penser, la Russie ne vient pas pour acheter des choses, elle vient pour pratiquer du troc en général, parce que les pays africains n'ont pas beaucoup d'argent à mettre sur la table, et la Russie n'a pas non plus beaucoup. Juste pour être bien clair, la porte d'entrée de la Russie sur le continent, parce qu'on connaît celle des Européens il y a très longtemps, celle des Chinois plus récemment, c'est quoi ? On annule la dette et donc on accède au pays ? C'est le fonctionnement ? Il n'y a pas beaucoup de dettes. Il y a certains pays qui ont des dettes, mais ils sont très peu. Mais de façon générale, l'enjeu pour l'Afrique aujourd'hui, c'est de régler la question sécuritaire. Que vous soyez dans l'est de l'Afrique, que vous soyez dans le Sahel, le gros enjeu, c'est celui de la sécurité. Parce que cette zone de libre-échange continentale africaine qui a été mise sur pied, elle a besoin d'être sécurisée. On a besoin que tous les mouvements terroristes, radicaux et tous les mouvements militaires qui opèrent sur le terrain soient contenus. Et donc, pour contenir cela, il y a besoin d'énormément d'investissements en termes de matériel militaire, mais également de troupes qualifiés pour utiliser ce matériel. Donc c'est la Russie, gendarme, qui pourrait être un gendarme en Afrique, Rosa. C'est comme ça que la Russie essaie de se positionner ? C'était au cœur du forum de Sochi. Le thème de ce forum, c'était la proposition d'une nouvelle architecture sécuritaire, mobilisant des technologies nouvelles. Et là, la Russie a beau jeu de s'engouffrer dans l'échec des forces occidentales. On voit bien, par exemple, sur la bande sahélo-saharienne, que les effets de déstabilisation créés par la guerre de l'OTAN en Libye en 2011 sont toujours là. On voit que la réponse sécuritaire apportée par des puissances comme la France est en échec. Ni Serval, ni Barkhane, ni le G5 Sahel, l'introuvable G5 Sahel, ne parviennent à faire reculer l'activisme des groupes djihadistes. Et donc la Russie arrive là en disant, puisque ces stratégies-là sont en échec, nous vous en
en proposons une, avec le fait aussi qu'elle est tout aussi décomplexée que la Chine, puisqu'elle n'a pas le poids du passé colonial. Et puis, il y a autre chose qu'il faut signaler également, c'est que la lecture occidentale ne tient pas compte de certains éléments qui font des points communs entre la Chine, la Russie et certains pays africains. L'humiliation notamment. L'humiliation qu'ils ont subie pendant la période coloniale. Hong Kong a été perdu parce que la Chine a été battue. L'Union soviétique a implosé parce que le modèle de l'Union soviétique n'était pas le bon et que finalement, ça a été une vraie défaite pour eux. La guerre dans le Caucase a coûté très cher, a coûté également en termes de réputation pour... Enfin, ça a servi la carrière politique de Vladimir Poutine. Et donc, aujourd'hui, quand vous avez des pays africains qui font face à des menaces d'implosion de parties du pays qui veulent faire sécession, la Russie qui leur parle est capable de leur répondre là-dessus. Parce que non seulement elle a risqué l'implosion du temps de la Russie, mais elle a également fait une annexion avec la Crimée et d'autres. Vous faites partie, comme on l'a vu dans le reportage tout à l'heure, de ces étudiants africains qui sont allés en Russie. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pensez que la Russie a les codes? Vous nous dites qu'il y a des points communs, ce sentiment d'humiliation, etc. Est-ce que la Russie, aujourd'hui, a les codes pour aller travailler avec certains pays en Afrique? Bien sûr qu'il y a les codes. Il y a surtout des intérêts communs. C'est-à-dire que la Russie se positionne comme l'ami qui vous comprend et qui est capable de parler le même langage que vous face à la menace impérialiste. Grosso modo, c'est ça. Et donc, vu qu'on est capable de s'entendre sur cette base minimale, on trouvera les moyens d'agir pour qu'on obtienne gain de cause. Prenez juste, je voudrais juste terminer sur un exemple. Prenez par exemple sur la résolution qui a été votée pour l'intervention en Libye. Si la Russie avait effectivement sorti un veto à cette époque-là pour empêcher qu'il y ait l'intervention au sol, enfin, qui a été d'abord militaire puis au sol, probablement que Kadhafi serait encore au pouvoir aujourd'hui. Et que la guerre dans le Sahel, avec l'ampleur qu'elle a prise, n'aurait peut-être pas eu lieu. C'est ce qu'a dit Idriss Déby d'ailleurs, en rappelant le danger et les conséquences de cette intervention en Libye. Et Vladimir Poutine dit, nous, on ne va pas se mêler de politique. Comme la Chine. Comme la Chine. Oui, Sauf que, est-ce que la Russie ne s'est pas un petit peu mêlée de politique déjà sur certaines scènes en Afrique? La Russie, à partir du moment où elle prend en charge des problèmes sécuritaires dans des pays comme la Centrafrique ou dans d'autres pays de la région, évidemment qu'elle fait de la politique. Mais n'oublions pas qu'est-ce que c'est que le système Poutine et qui est Vladimir Poutine lui-même, un ancien officier du KGB. Et donc, toute cette myriade de personnalités ex-services de renseignement, leur boulot, leur formation, c'est la sécurité. Donc, quand ils vont en Afrique, en plus, pour certains, ils y ont peut-être été stationnés dans le passé, ou en tout cas ils y ont des réseaux, ils sont assez bien placés pour opérer, ce qui n'est pas le cas des Chinois. Les Chinois n'ont pas d'expertise sécuritaire en Afrique, ils ont évidemment un rouleau compresseur économique qu'ils engagent en Afrique, mais ils ne connaissent pas, eux n'ont pas les codes ni militaires ni sécuritaires en Afrique. En tout cas, les Africains étaient intéressés par ce sommet. Il y avait une quarantaine de chefs d'État. Oui, je crois qu'il y a aussi un effet de lassitude, voire d'hostilité qui commence à se profiler sur la Chine et qu'il y a une recherche de multiplication des partenaires, pas seulement économiques, mais aussi sur le terrain sécuritaire, diplomatique, et que la Russie, aujourd'hui, en tire profit au moment où il y a une zone de libre-échange qui est en train de se constituer en Afrique. C'est quoi? C'est le recul de la Chine qui laisse aussi... Enfin, le recul. On ne peut pas parler de recul, mais une lassitude peut-être par rapport à la Chine qui est aussi la fenêtre de tir pour la Russie? Oui, c'est une volonté de renouveler ses partenaires. Et puis c'est aussi que la Russie peut se prévaloir d'un certain succès, d'un succès même assez éclatant en Syrie. Voilà, et comme elle se pose comme le nouveau gendarme du monde, en tout cas dans le Moyen-Orient, mais pourquoi pas après en Afrique, qu'en effet, comme vous disiez, elle est complètement dégagée du passé colonial et de toutes les tensions. Voilà. Mais enfin, ça pose quand même la question de savoir qu'est-ce que la Russie peut apporter à l'Afrique. Et surtout, on imagine très bien, comme on l'a vu en Centrafrique, qu'elle va se servir elle n'a pas les moyens de ne pas le faire, en tout cas. Pour conclure d'un mot, Louis, sur ce thème, finalement, est-ce que la Russie n'a pas plus besoin de l'Afrique que l'Afrique n'a besoin de la Russie? Les deux ont besoin l'un de l'autre. La Russie par rapport à son rayonnement international, l'Afrique par rapport à la protection vis-à-vis du Conseil de sécurité. Parce que, mine de rien, si vous avez un partenaire comme la Russie qui peut, sur le plan militaire, vous garantir non seulement que toutes les résolutions qui pourraient éventuellement être prises contre vous seront bloquées, qu'elle peut également s'arranger pour que les interventions militaires qui ont lieu sur le terrain, vous ayez suffisamment d'armes pour les prévoir en termes de renseignement et en termes d'exécution
négociation de vos contrats. Je pense que ça parle à beaucoup de gens. Et aujourd'hui, dans le contexte, que ce soit celui du Cameroun, que ce soit celui du Mali ou encore plus loin au Kenya et en Somalie, cela parle à énormément de personnes. Et donc, c'est important pour les pays africains d'avoir un tel partenaire et c'est important pour la Russie d'être capable de démontrer qu'elle peut encore séduire et étendre son rayonnement diplomatique au-delà de l'Europe. D'un mot, Rosa, je voulais intervenir vraiment d'un mot. Je partage vraiment ce que dit Louis, c'est-à-dire que cette stratégie de reprendre pied sur le continent africain, elle est liée à une stratégie globale d'influence de la Russie. On le voit au Moyen-Orient, mais elle s'affirme aujourd'hui dans un monde multilatéral comme une puissance incontournable.